Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Monsieur le sénateur maire d'Angers et président d'Angers-Loire Métropole, l'ESA est très honorée de vous accueillir dans le cadre exceptionnel de son campus, toujours en action, avec la veille et l'écoute des évolutions et des mutations professionnelles et sociales des mondes agricoles depuis 120 ans. Par cet événement qui nous rassemble, l'ESA poursuit sa mission engagée au service des agricultures performantes et durables, avec l'homme au centre de la gestion de la stratégie de ce système complexe. Avec le conseil d'administration, les enseignants et chercheurs, l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, nous sommes très fiers de vous accueillir. Nos 2500 étudiants, nos partenaires associés étroitement à cette journée, à cet événement, nous vous remercions de votre participation à ces premiers rendez-vous de l'agriculture connectée. Votre présence et l'attention que vous portez à notre modèle associatif dans l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation contribuent au succès de cette très belle année, cette très belle rentrée pour l'école. Nos effectifs sont en hausse, nos projets stratégiques sont lancés, la nouvelle charte graphique et les logos sont déployés. Les conférences récentes de Pierre Rabhi, des leçons légales avec M. Candessu et Sadin, tous ces faits traduisent l'excellent positionnement de nos offres de formation, près d'une cinquantaine, l'agilité de nos équipes, l'attractivité de notre secteur auprès des jeunes, des acteurs du monde agricole et des territoires. Ces premiers rendez-vous de l'agriculture connectée sont placés sous le haut patronage de deux ministères, le vôtre, Monsieur le ministre, et celui du secrétariat d'État au numérique. Cette double reconnaissance et votre participation, Monsieur le ministre, renforce la pertinence de cet événement et nous engage vers l'excellence au service de nos étudiants et des acteurs de la profession agricole. Ces rendez-vous ont pour sens celui de développer la connaissance par l'échange d'expériences, la compréhension des enjeux par le débat, l'adhésion à de nouveaux projets pour passer à l'action dans la recherche, la formation, l'innovation, en matière d'agilité digitale au service des besoins et des attentes de la société. Ces premiers rendez-vous nous inscrivent également, Monsieur le maire, dans la dynamique digitale numérique angevine, marquée par le développement de la Cité de l'objet connecté inaugurée en juin dernier. Nous sommes également fiers de participer au développement et au rayonnement de notre territoire, de nous positionner au cœur des mutations agricoles et contemporaines. Nous tenons enfin à remercier nos partenaires, le Conseil régional des Pays de la Loire, Angers-Loire Métropole, Angers-Loire Développement, les chambres d'agriculture des Pays de la Loire, de Bretagne et de l'Aube, et le Crédit Agricole Anjou-Mayenne, membres de la chaire Mutation agricole, qui est le cadre dans lequel nous organisons cette manifestation. Et également VGPolis, la Cité de l'objet connecté, WeNetwork et le CIVAL, ainsi que tous les acteurs participant à ces rendez-vous. Merci à vous tous d'être présents. Et je passe la parole à Monsieur le maire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je veux vous dire la fierté et le plaisir que nous avons à vous accueillir. Je veux saluer mes collègues parlementaires, députés, sénateurs, le vice-président de l'agglomération angevine, le président de VGPolis, et puis chacune et chacun d'entre vous. Vous nous avez manqué, Monsieur le Ministre, il y a quelques semaines, pour l'inauguration du campus du végétal. Vous nous avez manqué il y a quelques mois pour l'inauguration de la Cité de l'objet connecté où vous étiez représenté par le président de la République. Mais je m'aperçois qu'il y a finalement une certaine agilité dans votre équipe et dans votre cabinet en se disant, plutôt que de participer à deux inaugurations, je vais venir participer aux premières rencontres de l'agriculture connectée qui seront l'occasion pour moi de pouvoir à la fois saluer le végétal angevin et la dynamique numérique. Et c'est un 2 en 1 sur lequel je vais m'arrêter quelques instants. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est dans les locaux d'une vieille dame, fondée en 1898, qui témoigne par l'organisation de cette journée qu'en termes d'agilité, de capacité d'anticipation, de capacité de projection vers l'avenir, l'ESA a tout
d'une structure résolument tournée vers l'avenir. Les chiffres que vous avez rappelés, les 2500 étudiants, les 200 salariés de cette maison, les 500 intervenants qui concourent à la formation des jeunes, sont autant de symboles de la dynamique de cette structure, de sa capacité de rayonnement et du fait qu'elle constitue un des joyaux de notre pôle de compétitivité. Et Monsieur le Ministre, en vous accueillant ici, on vous accueille pour une journée qui n'est pas plaquée, qui n'est pas virtuelle, qui s'inscrit dans les racines de ce territoire, dans les 6 siècles d'histoire botanique de l'Anjou et de la ville d'Angers, qui s'inscrit dans la labellisation, il y a 10 ans, par le gouvernement de l'époque, d'un pôle de compétitivité à vocation mondiale, qui a su passer, en l'espace de 10 ans, beaucoup d'étapes. C'est le seul pôle rattaché au ministère de l'Agriculture. Et ce pôle de compétitivité aujourd'hui, fort de ses 500 chercheurs, de ces plusieurs milliers d'étudiants, des 25 000 emplois qui, à un titre ou à un autre, concourent à sa dynamique, il a été marqué, il y a quelques jours, par une inauguration où vous étiez représenté, puisque l'État a participé à l'occasion de l'inauguration, je le disais, du campus du végétal qui regroupe sur un site 400 chercheurs qui travaillent sur l'avenir des thématiques végétales. Et il y a quelques mois, le président de la République est venu le 12 juin pour inaugurer la Cité de l'Objet Connecté et dans la continuité, nous avons obtenu le label de Métropole French Tech. Ces 2 piliers de notre développement économique, le végétal d'un côté, le numérique de l'autre, on les retrouve aujourd'hui réunis avec un exemple, j'ose le dire ici, de fertilisation croisée, à la fois des talents et des atouts de notre territoire. Que vous participiez à ces rencontres, je pense que ça leur donne évidemment une connotation et un retentissement particulier, et on est pourtant bien au croisement des enjeux. On peut avoir parfois l'impression que justement, avec le numérique, on est dans le gadget. Ça peut parfois être le cas, et quand on voit la pluralité des applications qui sont disponibles sur les tablettes, par exemple, on ne peut pas nier que certaines n'ont pas un intérêt économique ou humanitaire absolument certain. Mais ce qui se joue ici, c'est de montrer que l'utilisation des capteurs, des données, elles ne vont pas seulement permettre de faire geek, elles vont d'abord et avant tout permettre au niveau économique d'améliorer les résultats et au niveau environnemental d'améliorer les performances. Et dans une maison qui a théorisé depuis longtemps que compte tenu de l'accroissement de la population mondiale, le débat c'était pas est-ce qu'on produit moins, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour produire davantage en consommant moins. Très clairement, la révolution numérique que nous sommes en train de vivre est sans doute la clé pour être capable d'atteindre cet objectif ambitieux. Alors soyez le bienvenu, Monsieur le Ministre, mais j'ai à peine besoin de le dire puisque le Manceau que vous êtes vient ici pas seulement en ministre, mais également en voisin. Vous avez eu le temps de me dire pendant les quelques mètres qui nous ont séparés de cet amphithéâtre à quel point vous aviez des occasions fréquentes de penser et d'entendre parler d'Angers, notamment dans le domaine du football, et je ne veux retourner aucun couteau dans aucune plaie, compte tenu de ce que je viens de dire. Mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour un événement qui, même s'il n'a pas le potentiel de retentissement du football, on en est convaincu, est aussi un des moyens de favoriser l'attractivité de notre territoire et de montrer qu'ici, on fait en sorte de faire pousser l'avenir en conjuguant le meilleur du monde agricole et du végétal avec toutes les promesses de la révolution digitale et numérique. Bon, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur maire, Messieurs les députés, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Vice-président de la communauté, je crois, urbaine ou communauté, oui, urbaine, ici, Monsieur le directeur de l'école, Mesdames, Messieurs, et en particulier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette belle journée sur l'agriculture connectée, je voudrais vous dire que, comme l'a dit Christophe Béchu, j'essaye toujours d'allier l'efficacité avec le plaisir. J'ai fait le choix d'être là aujourd'hui parce que ça permettait effectivement de pouvoir lier des sujets
comme ceux des végétaux, de leur développement. Et Angers, ça a été rappelé avec son pôle de compétitivité, est un lieu d'excellence, à la fois nationale, européenne et mondiale. C'est aussi le sujet du numérique et des enjeux qui sont portés au travers de ces nouvelles techniques et technologies. C'est accessoirement la question du sport et du football. Mais accessoirement. Donc si je suis là, c'est parce que j'ai parfaitement conscience qu'aujourd'hui, il y a peut-être une double mutation qui est en cours en agriculture. Et l'ESA, ça a été rappelé, il y a quelques années, avait déjà anticipé avec Michel Griffon, M. Parmentier, toute une réflexion sur ce qu'on a appelé l'agriculture écologiquement intensive. Cette double mutation, elle est liée à la nécessité de franchir une étape nouvelle dans les modèles de production agricole. C'est ce que j'appelle l'agroécologie. D'autres formules, j'en ai évoqué une tout à l'heure sur l'agriculture écologiquement intensive, avaient été mises sur la table. Mais je suis convaincu que le modèle de ce qu'on a appelé la première révolution verte, celle qui a consisté à développer la production en utilisant beaucoup le machinisme agricole et beaucoup la chimie ou les phytosanitaires, est arrivé à une étape où ce processus commence à montrer les limites de ce qu'il est capable de faire, et il a fait des choses en termes de niveau de production, et qu'il faut préparer une mutation. Je préfère l'idée de la mutation à celle de la révolution, parce que c'est des choses qui vont se faire de manière régulière et progressive. L'idée, effectivement, c'est de considérer qu'on a devant nous un double défi. Le premier, c'est celui de nourrir une planète et des hommes qui sont sur cette planète et qui vont passer la barre des 7 milliards d'habitants pour aller vers les 9 milliards. Et ça, c'est un défi majeur. La faim reste, dans un certain nombre d'endroits du monde, une question du quotidien. C'est à peu près 850 millions d'êtres humains qui aujourd'hui souffrent d'une manière ou d'une autre de la faim. Et sur ces 850 millions d'êtres humains, à 80%, ce sont des agriculteurs ou des hommes et des femmes qui vivent dans le monde rural. Donc cette question du défi alimentaire, de la sécurité alimentaire, reste au cœur des débats. Et puis, dans le même temps, on a un deuxième défi, oui, qui est environnemental, je vais prendre comme ça, qui consiste à considérer, je l'ai dit, qu'une partie du modèle tel qu'il a été conçu, gros consommateur en énergie fossile, gros consommateur aussi en énergie liée à la chimie et à l'ensemble des intrants qui sont liés à ces éléments, arrive, je vous l'ai dit, à un moment où on voit que leur impact n'a plus les effets qu'il a pu avoir. Plus de rendement et d'augmentation des rendements, en particulier dans les céréales. Des molécules chimiques qui ont des espérances de vie de plus en plus courtes et qui donc coûtent de plus en plus cher à être mises sur le marché. Et donc de plus en plus cher pour les agriculteurs. Des énergies fossiles, alors le prix du pétrole aujourd'hui a baissé, avec des ressources fossiles qui, on le sait, ont des espérances en termes de disponibilité de plus en plus réduites. Ou alors il faudrait aller chercher des ressources tellement profondes que ça coûterait beaucoup plus cher. On a aussi des ressources naturelles dont on sait parfaitement qu'elles sont limitées et qu'il faut les économiser. C'est la ressource en eau. C'est aussi la ressource en sol. Et ça, c'est un sujet majeur pour moi, je vais y revenir. Les sols sont l'outil principal de l'agriculture. Michel Griffon, avec cette belle formule, en évoquant les sols comme la biosphère, disait que les agriculteurs étaient les gestionnaires de 60 cm d'épaisseur de sol sur l'ensemble de la planète, sur lesquels on assure la vie par la production de la photosynthèse et la production agricole et alimentaire. Ces deux enjeux nécessitent que, aussi, dans les modèles de production, je l'ai dit, on soit à la fois économe dans les ressources naturelles, mais à la limite, qu'on reprenne une démarche d'amélioration du potentiel de ces ressources. Ça vaut surtout pour les sols. Et l'agroécologie va consister à chercher à trouver l'équilibre le plus efficient et le plus performant
pour obtenir des résultats économiques et de production, en même temps qu'on va être économe en ressources naturelles et en capacité à se passer d'un certain nombre d'intrants qu'on pouvait produire autrement, et en particulier avec l'énergie fossile. La nature nous offre des opportunités. Elle est, si on sait l'utiliser, un matériau très performant. C'est pas moi qui les avais inventés, mais l'ESA en avait parlé. Si je prends ce bel exemple devenu fameux des vers de terre, qui travaillent tout le temps, même le dimanche, qui ne demandent pas d'heures supplémentaires. Il n'y a pas de débat chez les vers de terre sur la question des 35 heures. À chaque fois que j'en rencontre un, je le salue comme un camarade. Ils ont fait une conférence sociale il y a plusieurs centaines de millions d'années, ils se sont mis d'accord, ils travailleront tous les jours et tout le temps. Mais 3 tonnes de vers de terre à l'hectare, ça vous remue 700 tonnes de terre. C'est-à-dire que si on se pose la question, par exemple, de diminuer le travail du sol, on sait qu'on peut avoir des alliés qui sont dans le sol. La seule question qui est posée à partir de là, c'est comment on s'organise pour faire travailler ces alliés pour nous, et limiter donc à partir de là ce qu'on utilisait habituellement et qui consommait de l'énergie fossile, je l'ai dit, et du matériel agricole de manière importante, et qui faisait que les agriculteurs pouvaient passer jusqu'à 5000 heures par an sur un tracteur. Si on peut faire la moitié moins, c'est intéressant pour les agriculteurs, c'est intéressant pour l'économie, c'est intéressant en termes de production. Donc ce concept de l'agroécologie, il est, pour moi, très important. Et il est d'autant plus important, je le disais, que dans la gestion des ressources, et en particulier celle en eau, on a à faire face à un défi qui est lié au réchauffement climatique. Ce défi sur le réchauffement climatique, ça va être l'objet d'une conférence à la fin de l'année, enfin dans quelques semaines, la fameuse COP 21, qui va décider de la capacité que les êtres humains aujourd'hui, les responsables politiques, les responsables d'associations, les ONG, ont à faire prendre conscience à toutes les sociétés sur la planète de la nécessité qu'on a tous ensemble à intégrer cette question et à lutter contre ce réchauffement climatique qui peut avoir des conséquences redoutables. Redoutables, vous savez, à cause des sécheresses, des aléas climatiques qui deviennent de plus en plus fréquents et surtout, problème, de plus en plus intenses. Si vous regardez ce qui s'est passé avec des inondations il n'y a pas si longtemps, on a une fréquence d'aléas climatiques intenses qui pose un certain nombre de problèmes. Et puis, on a, vous le savez, le développement d'un certain nombre de zones où la désertification s'accroît. On a le développement à partir de là aussi d'une détérioration des sols dans beaucoup d'endroits du monde qui vont poser la question de la capacité qu'on aura, si on a trop de sols qui se détériorent, à pouvoir assurer l'alimentation de 9 milliards d'êtres humains. Donc, le réchauffement climatique et l'agroécologie, c'est lié. Et c'est pourquoi la France a proposé pour la COP 21, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, donc par moi-même, un projet qui s'appelle le 4 pour 1000, qui revient d'ailleurs sur une recherche qui avait été conduite par un chercheur français qui montrait qu'un taux de croissance qui permettait de stocker 4 grammes sur 1000 grammes en termes de photosynthèse dans des sols, à terme, ça pourrait nous permettre de stocker dans les sols l'équivalent de ce qu'on produit en gaz carbonique de manière anthropique sur une année. Donc si on est capable de caler notre dispositif, on peut jouer sur l'atténuation du réchauffement climatique en stockant du carbone dans les sols et en faisant cela en permettant d'améliorer la fertilité des sols. Et si on améliore la fertilité des sols, ce n'est pas à vous que je vais le dire, on aura des potentialités de production supplémentaires et donc on revient sur l'enjeu du défi à la fois alimentaire et du défi environnemental. C'est ces deux choses qu'il faut bien avoir en tête. Mais à partir de ce dessin, de ce projet, avec les défis que j'ai évoqués et les modèles de production qui vont évoluer, il est clair que tout ça va s'accompagner d'un changement dans l'environnement aussi technique et technologique de l'agriculture. Et en particulier avec l'apparition, la montée en puissance du numérique et donc de tout ce qui va être connecté autour à la fois de nouveaux capteurs. J'ai rencontré une start-up qu'on avait invitée au Mardi Digital au ministère de l'Agriculture, à la fois avec l'utilisation d'un certain nombre de techniques nouvelles, satellitaires, drones, précision, analyse des sols, autant de données
qui vont devenir aussi des éléments de décision pour les agriculteurs et d'amélioration de la performance économique et écologique de l'agriculture de demain. C'est pour ça que ce débat et ces journées sur l'agriculture connectée s'inscrivent pour moi parfaitement dans la stratégie globale qu'on doit mettre en œuvre pour réussir le pari et de l'agroécologie, mais réussir surtout le pari du double défi environnemental et de sécurité alimentaire. L'agriculture va être au cœur donc de ce débat. C'est un grand débat de société. C'est un débat qui pose aussi la question des territoires, c'était évoqué ici sur le végétal, avec l'innovation comme un élément moteur, créatif, de ce qui va permettre de répondre aux défis de demain. Cette innovation, elle est technique et technologique, elle est numérique, mais on voit bien que derrière cet ensemble technologique et technique, il y a aussi une question sociale qui sera posée. C'est que la question que je me pose, à partir du moment où vont se développer toutes ces informations avec ces jeunes qui sautent dans un champ avec des ordinateurs, c'est qui va gérer ces données? Qui va en être en capacité de les maîtriser, ces données? Ça va se développer et il faut qu'en même temps qu'on innove techniquement, technologiquement, on soit capable d'innover socialement pour que les agriculteurs, parce que je vais préciser ma pensée sur ce sujet, pour que les agriculteurs puissent maîtriser ces données. On va présenter dans une semaine un rapport qui va s'appeler Innovation 2025 et où on va essayer de fixer 9 grands points d'accroche pour les 10 ans qui viennent pour l'agriculture française. Dans ces points, il y a l'agroécologie, il y a les biotechnologies, il y a la bioéconomie, il y a les questions de formation et il y a la question du numérique. Et cette question du numérique, elle est prise à la fois sur les capacités qu'elle offre. Et je l'ai dit, avec toutes ces données nouvelles, avec les capacités de capteurs et de gestion de données, on aura à construire ce qu'on fera et ce qu'on proposera, un portail numérique qui permettra d'aller chercher ces données, de donner aux agriculteurs demain la capacité à être aussi, à faire en sorte que ces données soient accessibles pour les agriculteurs. Parce que le vrai sujet, c'est que toute cette donnée soit captée par ceux qui peuvent les émettre, les produire, et qu'ensuite, aux agriculteurs, on leur dit simplement, bah, si vous voulez telle et telle donnée, ça sera tel et tel prix, tel et tel coût. Alors que je pense que les agriculteurs ont une place éminente qu'il faut préserver dans cette mutation très importante de l'agriculture du XXIe siècle. Parce que, vous l'avez dit, c'est une agriculture qui, pour être performante économiquement, écologiquement et socialement, va nécessiter beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances. On n'est plus sur des modèles uniformes, uniques, qui s'appliquent partout de la même manière. On va être sur des modèles beaucoup plus sophistiqués, adaptés aux écosystèmes, qui vont nécessiter à chaque fois des capacités justement d'adaptation, d'évaluation, et qui vont donner aux agriculteurs une responsabilité supplémentaire. Faut-il qu'on leur donne à partir de là les outils et les moyens d'assumer cette responsabilité? Donc c'est pour ça que je crois que sur cette idée de l'agriculture connectée, on a un vaste sujet technique, bien sûr, production de données, diffusion de données, réseau, mais aussi social, pour être capable de les maîtriser. Et dans la loi d'avenir, on avait adopté l'idée de ces groupements d'intérêts économiques et environnementaux qui commencent à se mettre en œuvre en France. On en a présenté il y a 15 jours 128. L'objectif à la fin de l'année, c'est d'atteindre 200 groupements d'intérêts économiques et environnementaux. On couvre plus de 250 000 hectares, donc l'objectif sera de dépasser les 300 000 hectares. Et puis de continuer en 2016 pour continuer à accroître cette capacité collective qui sera donnée aux agriculteurs de maîtriser les grands enjeux économiques, environnementaux et donc sociaux. Et dans l'agriculture connectée, dans cette innovation majeure qui arrive et qui va être de plus en plus importante dans les années qui viennent, il faut qu'on y associe, et c'est un peu ce qui a été fait, je crois, aujourd'hui, la donnée sociale de la capacité à maîtriser ces nouvelles innovations techniques et technologiques.
Le matériel agricole, si on s'en souvient, il avait conduit les agriculteurs à inventer l'ECUMA, la mutualisation du matériel agricole. Qu'est-ce qu'il faut qu'on invente, nous, aujourd'hui? C'est la capacité à mutualiser les données, à mutualiser la connaissance, à faire en sorte que les agriculteurs soient capables de la maîtriser, cette connaissance, de l'utiliser. Et je le disais, pas simplement parce que c'est une question au sens politique du terme, stratégique du terme, mais c'est aussi une question d'efficacité demain de l'agriculture. Parce que comme je vous l'ai dit, si on considère que l'agriculture devra s'adapter à l'ensemble de ces écosystèmes, pour qu'elle puisse s'adapter à l'ensemble de ces écosystèmes, ça nécessitera des agriculteurs eux-mêmes cette capacité de maîtrise de la connaissance, de l'évaluation, de l'adaptation. Et si on ne l'a pas, on n'atteindra pas l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et à ce moment-là, on se trompera. Donc dans l'agriculture connectée, il y a bien sûr la technique et la technologie. Il y a le numérique. Mais je l'ai dit, il y a la maîtrise des données, il y a la diffusion de la connaissance, il y a la mutualisation de ces connaissances, il y a la capacité à créer des dynamiques sociales sur les territoires par les agriculteurs pour être en capacité justement d'assurer cette performance à la fois économique parce que ça les intéresse, écologique parce que ça nous intéresse tous, et sociale parce que les territoires dépendent demain ou dépendront demain des réseaux qui seront capables de se créer, avec des connexions entre les agriculteurs, sur des données purement agricoles, mais avec des connexions ailleurs, à la fois en termes commerciaux. Il va y avoir des choses qui se passeront au niveau commercial aussi, grâce au numérique, où on pourra peut-être anticiper sur des marchés d'une manière différente d'aujourd'hui, où on pourra justement développer aussi des stratégies de ciblage de la production par rapport à tel ou tel marché, qu'il soit national, local, régional, et avec des capacités d'adaptation qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Tout ça, ça nécessite, je l'ai dit, d'une maîtrise et d'une gestion collective de l'ensemble de ces capacités, de ces outils. C'est pour ça que l'agriculture connectée aujourd'hui, le débat que vous avez, il est essentiel. Il n'est pas simplement, et c'est ça le message que je vais faire passer, ce n'est pas simplement une question de technologie, c'est une grande question de maîtrise de la technologie et de la connaissance. Et l'agriculture, avec l'ensemble de ces acteurs, elle est au cœur d'ailleurs d'un débat sur le numérique et le big data qui porte aussi sur d'autres secteurs, sur tous les secteurs même, qui est une vraie question, et on le voit aujourd'hui avec les grands débats qui sont posés au niveau international, par les grandes entreprises qui maîtrisent aujourd'hui, et qui sont plutôt américaines, ces grands réseaux. Qu'est-ce qui va nous rester demain? Comment on va être capable de continuer à maîtriser nos choix, le faire à la fois démocratiquement et avec une maîtrise de l'avenir que nous souhaitons? Question posée pour l'agriculture, question posée pour toute la société. Donc le portail et l'accès aux données, c'est un enjeu essentiel. Et il faut qu'on s'organise et techniquement et socialement pour pouvoir y répondre. C'est ça le message qui me paraît très important. Et derrière, bien sûr, ces nouveautés techniques et technologiques du numérique, il y a aussi des potentialités énormes pour ce qu'on appelle des start-up, pour parler bien français, qui sont ces petites entreprises de services qui peuvent être utiles demain au développement de cette stratégie que j'évoquais tout à l'heure. Utiles demain à la fois pour créer de l'emploi et répondre aux défis qui sont ceux de nos sociétés aujourd'hui. C'est ça aussi qui fait l'économie générale du débat sur l'agriculture connectée. C'est ça aussi qui fait qu'on a là de grandes perspectives, qu'une plateforme régionale a été mise en place autour des matériaux, du matériel agricole, justement là aussi pour assurer la diffusion par réseau de tous ces éléments nouveaux et surtout avoir les effets de levier les plus importants pour créer derrière de la valeur, de la richesse et demain de donner à notre pays des capacités de répondre aussi aux défis que se posent les autres. Moi, je veux que la France, grand pays agricole, est reconnue comme tel partout dans le monde à chaque fois que je me déplace, sur cette question de l'agroécologie et sur ce plan sur l'innovation 2025, soit un leader dans la conception qu'on a de l'avenir de l'agriculture, un leader dans la conception qu'on a
de l'organisation de l'agriculture, un leader dans la conception de l'alimentation que nous pouvons avoir. Et à partir de là, un grand pays qui pourra aussi être un interlocuteur, qui pourra, au sens noble du terme, avoir une influence sur les grands choix qui seront faits dans le monde, dans le domaine agricole. L'enjeu de la COP 21, l'enjeu de la conférence de Paris, c'est aussi ça, être capable de parler à l'ensemble du monde, en ayant nous-mêmes et réfléchi et fait des propositions concrètes pour qu'on puisse avancer dans le sens que nous souhaitons. C'est à la fois combiner, je l'ai dit, le développement économique, le développement des territoires, mais tenir compte surtout des enjeux environnementaux, de faire en sorte que toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui et qui sont posées par nos concitoyens, on soit capable en même temps de leur répondre et de donner aux agriculteurs cette capacité magnifique de poursuivre ce travail séculaire qui consiste à, je l'ai dit, travailler l'épaisseur d'un sol à l'échelle de la planète pour nous permettre de nous nourrir et nous permettre de développer nos sociétés. Donc c'est un beau message. Et l'agriculture connectée s'inscrit dans ce projet. Elle est là au sein de ce projet. Ce n'est pas un projet uniquement en soi, c'est un projet qu'il faut qu'on inscrive dans cette grande perspective, dans cette belle perspective. C'est pour ça que je suis très heureux d'être ici parmi vous, de voir que vous êtes nombreux, que les jeunes vont être ces vecteurs de demain, d'un beau message d'avenir, d'espoir. Donc à tous, un grand merci, un grand bravo et tous mes encouragements.